Bonsoir, bienvenue à notre deuxième séance sur le sujet d'explorer les sens. Ce soir, on va regarder, on va être des détectives sensoriels, donc on va essayer de comprendre les besoins sensoriels particuliers. Mon nom est Véronique Chiasson, je suis ergothérapeute autorisée en Ontario. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez à n'importe quel moment mettre une question dans la boîte questions-réponses. Et à la fin de ce webinaire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, à n'importe quel moment pendant le webinaire, s'il vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez mettre vos questions à l'intérieur de la boîte questions-réponses. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, on va faire un petit plan de notre soirée. Donc, la première chose qu'on va faire, on va faire une revue de c'est quoi le détective sensoriel. Ensuite, on va passer en revue la différence entre un seuil élevé et un seuil bas. Inquiétez-vous pas, on va en discuter. Ensuite, on va parler de 4 différents profils sensoriels, dont faible enregistrement, recherche sensorielle, sensibilité sensorielle et évitement sensoriel, avec des exemples pour chacun des styles. Et aussi, en faisant notre travail de détective sensoriel, on va repérer certains indices là, qui vont soit nous aider avec notre propre style sensoriel ou le style sensoriel de votre enfant. Donc, si on regarde quels sont les sens, hein, c'est ça qu'on a regardé dans notre première séance. Donc, si vous nous joignez pour la première fois, vous pouvez toujours aller regarder la séance 1, mais on va faire une petite révision. Donc, on a parlé qu'on a des sens qui sont communs, comme le sens olfactif, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, la vue. Et on a des sens qui sont liés au mouvement et à la position du corps, dont le système vestibulaire, donc ça, c'est le mouvement, et la proprioception, qui est plutôt par rapport à nos muscles, puis dans le fond, notre conscience là, de nos articulations, où est-ce qu'elles sont dans l'espace. Et un dernier sens, qui est beaucoup moins connu, qui est l'interoception, qui se rapporte à tout ce qui est les processus à l'intérieur de notre corps, comme notre rythme cardiaque, notre respiration, la fatigue et la faim. Donc, dans cette révision-ci, on a parlé d'intégration sensorielle la dernière fois. Donc, il y a une entrée qui se passe, donc un des sens reçoit de l'information. Notre cerveau va les traiter, puis ensuite, on va avoir une action ou une sortie qui va être le résultat. Donc ça, c'est appelé le traitement sensoriel ou l'intégration sensorielle. Une des choses qu'on a vues aussi, c'est qu'à certains moments, ça se peut qu'une personne ait des difficultés à traiter les informations sensorielles. Donc, la sortie ou le comportement qu'on voit, on peut se poser des questions parce que c'est peut-être un comportement qui n'est pas attendu. Donc, il pourrait réagir excessivement à cette information-là. Donc, on va regarder comment certaines personnes réagissent peu ou certaines personnes réagissent excessivement. Donc, on appelle ça aussi avoir un seuil élevé ou avoir un seuil bas d'entrée sensorielle. On va regarder ça un petit peu plus en détail. OK. Là, il y a beaucoup d'informations sur cette image-là. Mais dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des styles sensoriels. C'est basé sur le modèle de Winnie Dunn, le modèle de traitement sensoriel. Donc, Winnie Dunn, c'est une ergothérapeute et une chercheuse qui a fait beaucoup de recherches sur le traitement sensoriel. Ça se peut, si vous travaillez déjà ou vous avez déjà travaillé dans le passé avec un ergothérapeute, soit pour vous-même ou pour votre enfant, vous auriez peut-être déjà vu un questionnaire qu'on appelle le profil sensoriel. Donc, si ça se peut que vous ayez déjà vu ça. Il y a une version pour les bébés, il y a une version pour les tout-petits, les enfants, et aussi un questionnaire pour les adolescents puis les adultes. Il y a une version aussi qui est utilisée au niveau scolaire qui s'appelle le compagnon scolaire. Donc, voici quelques exemples de qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans ce questionnaire-là.
Donc, par exemple, on pourrait avoir, est-ce que votre enfant ou vous-même réagissez fortement au bruit inattendu? Donc, par exemple, une alarme à l'école, des livres qui tombent, des portes qui claquent ou lorsque le directeur d'école fait des annonces. Donc là, ça serait au niveau auditif qu'on on irait chercher des informations. Au niveau visuel, on pourrait peut-être poser des questions comme est-ce que l'enfant ou la personne laisse des cases vides sur des feuilles de travail quand il y a beaucoup d'informations? Au niveau du toucher, est-ce que ça pourrait être aussi une question du genre est-ce que votre enfant approche les gens de trop près lorsqu'il leur parle? Donc, ça, c'est parce qu'il ne pourrait peut-être pas remarquer qu'il est trop proche. Ou, par exemple, est-ce que votre enfant est agité lorsqu'il doit attendre en ligne ou lorsqu'il est proche de d'autres personnes? Donc, ça serait plutôt relié au mouvement. À partir de ces réponses-là, ce que ça nous donne? Ça nous donne des catégories ou des styles sensoriels. Donc, il y a l'enregistrement faible, il y a la recherche sensorielle, la sensibilité sensorielle et l'évitement sensoriel. On va discuter de chacune de ces catégories-là au cours de la présentation, mais juste avant ça, on va regarder un autre point. Donc, on a parlé tantôt de seuil élevé ou de seuil bas. Là, on va parler du seuil élevé en premier. Un seuil élevé pour des stimuli sensoriels, on peut penser ça comme une grande tasse ou avoir un grand appétit. Donc, ça veut dire que ça en prend beaucoup d'informations pour remplir la tasse avant que ça déborde. Donc, ça, c'est la façon la plus visuelle qu'on peut l'expliquer. Dans le fond, ça veut dire que ça prend beaucoup de ce qu'on appelle du input sensoriel ou des informations sensorielles avant qu'on soit plein ou qu'on soit satisfait et bien régulé. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une faible réactivité, donc un seuil élevé au toucher, ça veut dire que, par exemple, les blessures, je ne sais pas si vous êtes soit votre enfant ou vous-même, ou vous ne remarquez pas vraiment que si vous vous cognez à quelque part ou vous vous faites mal. Ou on ne remarque pas si nos mains et notre visage sont sales, par exemple. Pourrait se mordre, se cogner ou se pincer la tête, puis pas vraiment avoir de douleur ou de réaction par rapport à ça. Ça pourrait être aussi toucher les objets de façon répétée, mettre des objets à la bouche. Ça, c'est pour le toucher puis le besoin de mettre des choses à la bouche. C'est plutôt par rapport au toucher. Par rapport au mouvement, ça pourrait être un enfant qui est en mouvement constamment ou une personne qui a de la difficulté à rester en place, a besoin de mouvements rapides et intenses, qui aime les sensations fortes, par exemple. Si on se rappelle de la dernière fois qu'on s'est vu, c'est le genre de personne qui aimerait probablement les montagnes russes au parc d'attractions. L'hyporéactivité au son, ça veut dire que la personne a besoin de plus de son pour être satisfaite. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui aime faire du bruit, soit du bruit avec sa bouche, ou soit du bruit avec ses mains, n'est pas nécessairement conscient de certains sons. Donc, parfois, ça réagit moins à la voix, pourrait réagir moins à d'autres sons. Pourrait être confus quant à où est-ce qu'un son, de où est-ce que le son provient. Donc, ça pourrait aussi être un exemple. Par rapport à l'information orale maintenant, donc ça pourrait être une personne qui aime les condiments, donc les sauces, le vinaigre, les assaisonnements. Je travaillais avec un petit garçon qui adorait mettre du vinaigre sur pas mal tout ce qu'il mangeait parce qu'il avait besoin de cette sensation-là parce qu'il ne goûtait pas nécessairement autant les aliments s'il n'y avait pas ça. Au niveau visuel, pour avoir de la difficulté à trouver quelque chose, par exemple, sur la table qui a plein d'objets pour avoir de la difficulté à trouver ces choses, difficulté à suivre des objets en mouvement, pourrait être aussi de la difficulté à distinguer des couleurs et la forme ou la taille des choses. Puis, la difficulté à évaluer les relations spatiales, donc se frapper contre les meubles ou avoir de la difficulté à manœuvrer dans un groupe, puis pourrait se cogner sur les autres personnes. Donc, on voit ici que le seuil élevé veut dire plus de sensations,
potentiellement en recherche de sensations. On va regarder ça plus en détail tout à l'heure. Là, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire un seuil bas. Le seuil bas. Donc, ça, c'est la petite tasse. Donc, un faible seuil pour des stimuli sensoriels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne prend pas grand-chose pour faire déborder la tasse. Une entrée sensorielle pourrait être facilement tolérée, mais ça pourrait que nous, on tolérerait facilement, là, pourrait être beaucoup trop pour une autre personne. Donc, hyper sensible, donc très réactif au toucher. N'aime pas être tenu à les câlins. Réagir de façon excessive aux petites coupures, aux piqûres d'insectes, des choses comme ça que, habituellement, ça ne devrait pas faire si mal que ça. Éviter les jeux salissants, par exemple, même moins toucher des textures, certaines textures. Juste en pensant à la texture, moi, je fais parce que je suis quelqu'un qui aime moins ça. Pour être perturbé par le frottement des vêtements sur sa peau. Le brossage des dents pourrait être difficile, le lavage des cheveux. Au niveau là, de l'alimentation, pourrait être un mangeur difficile. Pourrait aussi avoir des réactions excessives au mouvement. Donc, éviter les terrains de jeu, préférer plus les jeux sédentaires, donc les jeux où est-ce qu'on s'assoit calmement. Pourrait avoir peur de tomber, même s'il n'y a pas vraiment un gros risque, pourrait avoir peur, par exemple, de descendre une marche ou quelque chose comme ça. Aussi, chez certains tout petits, n'aiment pas se faire basculer en arrière, comme par exemple pour soit changer la couche ou laver les cheveux dans le bain, là, où est-ce qu'on veut coucher sur le dos. Ça pourrait être un des signes. On le voit assez régulièrement avec certains enfants avec un TSA. L'hyper-réceptif pourrait s'étouffer facilement, pourrait aussi avoir le réflexe là, de vomissement assez facile si certaines textures là, touchent sa langue, par exemple. Au niveau des stimuli visuels, on pourrait être sensible aux lumières, facilement distrait par des stimuli visuels. Donc, tout à l'heure, on parlait plutôt seuil élevé où est-ce qu'on aime ça. Et ici, on est plutôt où est-ce que c'est difficile. Donc, ça, c'est pour le seuil bas. Là, maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde différents profils. Donc, on revient à notre tableau, mais cette fois ici, on va regarder deux types de profils qui ont un seuil élevé. Donc, on revient avec notre grande tasse. Donc, en fonction du seuil de la personne, on peut la classer dans différents styles sensoriels. Donc, le style, il reflète si la personne est active ou passive dans sa gestion du seuil d'information sensorielle. On appelle ça son style d'autorégulation, dans le fond. Comment est-ce que j'essaie de me réguler? Donc, si une personne a un seuil élevé, si une personne a une grande tasse, ça lui en prend plus pour la remplir. Donc, ainsi, une personne qui fait preuve de passivité, donc si elle est plus passive dans son seuil élevé, elle aurait peut-être des caractéristiques comme son cerveau ne remarque pas aussi rapidement son environnement et ses sensations internes, mais la personne ne cherche pas activement à aller chercher ces informations-là. C'est quelqu'un qui est plus léthargique, qui est plus passif, qui se cogne contre les meubles, qui pourrait être désorganisé, qui peut avoir besoin de plus d'aide pour réveiller son cerveau et son corps. Puis, besoin de plus de pauses pour bouger, puis des stratégies multisensorielles là, pour la maintenir engagée. D'un autre côté, si une personne qui a un seuil élevé, mais qui est active, donc qui a une réponse active, donc de l'autre côté, elle pourrait se présenter comme quelqu'un là, qui est un chercheur de sensations. Donc, elle a besoin de beaucoup d'apports, puis cherche activement à augmenter le nombre de stimuli qu'elle ressent, pour se sentir connecté à son corps puis à son environnement, à ce qui est autour. Par exemple, il est très occupé, bouge beaucoup, l'enfant peut mettre beaucoup de choses dans sa bouche, tirer des jouets de l'étagère. On va en parler un petit peu plus de chacun de ces différents profils-là, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont le même seuil,
Donc, une grande tasse, sauf que d'un côté, il y a une réponse plus passive et d'un autre côté, il y a une réponse plus active. Là, si on va avec notre petit seuil, ou notre seuil bas, notre petite tasse, pardon, on va se rappeler que la petite tasse, ça peut facilement déborder, donc on pourrait être submergé facilement avec des petites quantités d'informations sensorielles, d'entrées sensorielles. Une personne, par exemple, va pouvoir réagir passivement ou activement dans son autorégulation. Donc, une personne qui est plus passive à cause de son seuil qui est plus bas pourrait plutôt être réactive, mais plutôt être dans la fuite ou la lutte. Donc, la réaction de fuite ou de lutte, donc plus pleurer, se fâcher ou peut-être démontrer un comportement plutôt qu'on pourrait nommer agressif lorsque cette personne-là est surstimulée. Elle ne cherche pas activement à résoudre la difficulté qu'elle a là. Tandis que de l'autre côté, la personne qui essaie de gérer son faible seuil va se présenter plutôt comme quelqu'un qui va éviter. Donc, la première personne est plus sensible, l'autre personne va plutôt éviter. On appelle ça des éviteurs sensoriels. Donc, toujours en réaction, mais cherche à activement éviter ces choses-là. Donc, il se rappelle là, que ce n'est pas le fun, cette expérience sensorielle négative-là. Donc, par exemple, il pourrait mettre ses mains sur ses oreilles, se couvrir les yeux, enlever ses chaussures, être un mangeur difficile, refuser de participer à certaines activités de groupe. Donc, on voit que c'est plutôt, on est dans le refus ou l'évitement, donc s'en aller, se sauver, par exemple. Donc, ça, c'est pour les différences entre des réponses passives et actives au seuil sensoriel bas. Donc, si je mets tout ça ensemble, on a un seuil élevé avec une réponse passive, on appelle ça un faible enregistrement. Un seuil élevé avec une réponse active, on appelle ça la recherche sensorielle. Un seuil bas avec une réponse passive, on a une sensibilité sensorielle. Et un seuil bas, mais une réponse active, on va parler d'évitement sensoriel. Donc, on a ces 4 cadrans-là. On va garder à l'esprit que ça, c'est une tendance, hein, ces styles sensoriels-là. Une personne pourrait avoir une réponse sensorielle différente pour différents sens. Oh, là, je commence à mélanger les choses, là. Mais je vous montre les seuils de façon générale pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais on garde en tête, par exemple, que je pourrais avoir un style sensoriel qui pourrait varier au long de la journée. Par exemple, je pourrais être un chercheur sensoriel pour le mouvement, mais je pourrais être un éviteur sensoriel pour l'alimentation. Donc, ça, c'est une différence qu'on pourrait voir chez certaines personnes. Donc, maintenant, on va regarder chacun des styles un petit peu plus en détail. Donc, si on parle de défis sensoriels, donc, on en a mentionné la dernière fois, si vous étiez là, pour de cette image-là, où est-ce qu'on parlait de différences sensorielles chez certaines personnes. Par exemple, un faible enregistrement, si on regarde ce tableau-là, ça pourrait être je touche souvent les autres personnes trop doucement ou trop fort. Donc, avoir de la difficulté là, à savoir comment toucher quelqu'un quand je leur serre la main ou quand j'essaie de leur demander pour jouer ou quelque chose comme ça. Au niveau de sensibilité, ça pourrait être j'aime pas ça être chatouillé ou câliné. Au niveau de la recherche, ça pourrait être je sens les gens, la nourriture, les objets, je mordis tout, par exemple. Et un éviteur pourrait être je mets mes chaussettes d'une certaine façon. Hein, je les aime placées juste comme ça. Donc, ça, c'est des exemples là, de ce qu'on a vu la dernière fois. Comment on pourrait les classifier dans différents styles sensoriels. Notre premier cas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder 4 différents cas qui vont nous illustrer les différents styles sensoriels. Donc, le premier, ça va être Teddy.
Donc, Teddy, à l'école, il se heurte, il se frappe beaucoup sur les meubles. Des fois, pendant le temps du cercle, s'il se lève, il va marcher sur ses amis. Il y a de la difficulté à comprendre le concept d'espace personnel, même si l'enseignante essaye de lui expliquer très souvent. Pendant les cours, pendant la classe, Teddy, il regarde souvent là, dans le vide. Il a souvent besoin qu'on répète son nom à plusieurs reprises pour attirer son attention. Parfois, si on lui pose une question, il ne semble pas connaître la réponse, mais peut-être qu'il le sait, mais on ne le sait pas parce qu'il y a de la difficulté à savoir de quoi qu'on parle. Pendant les collations puis les repas, Teddy aurait de la difficulté parce qu'il pourrait vraiment rentrer beaucoup de nourriture dans sa bouche en même temps, plutôt que de prendre une bouchée à la fois. Il y a de la nourriture puis des miettes sur son visage puis ses mains. Il renverse souvent son verre d'eau à la maison. Il a besoin d'aide pour mettre comme son sac à dos, son manteau, parce que sinon, ça lui prend beaucoup de temps pour le faire tout seul. Il aime beaucoup le temps d'écran à la maison, regarder la télévision et jouer sur l'iPad. Donc, quel style sensoriel est-ce que vous pensez qui est Teddy? On va regarder la prochaine diapo pour voir. Donc, si Teddy pourrait nous dire comment il se sent, qu'est-ce qu'il nous dirait? Il y a des petits exemples ici. Il pourrait nous dire qu'il ne se sent pas toujours connecté à son corps, que même s'il essaie de faire attention, les adultes vont souvent être fâchés parce qu'il est maladroit. Il peut se sentir mieux après avoir été joué dehors à la récré, par exemple. Il y a plus d'énergie. Pendant les cours, par exemple, voir le tableau, c'est difficile. Puis, difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, de comprendre et d'être intéressé par la leçon. Il aimerait ça que ce soit plus facile pour lui là, de rester assis. Il aimerait ça pouvoir se coucher, mais c'est pas possible. Puis, il y a toujours plein de choses à regarder puis à voir, mais c'est difficile pour lui de savoir qu'est-ce qui est important et sur quoi il devrait porter attention. Donc, ça, c'est Teddy. Donc, basé sur ces informations-là, Teddy est du style. On va regarder la prochaine. Faible enregistrement. Donc, l'enregistrement faible, ça veut dire que Teddy a une grande tasse, mais il est passif dans ses réponses. Donc, il y a de la difficulté à avoir suffisamment d'informations sensorielles pour remplir sa tasse, mais trouve ça difficile d'aller les chercher, ces informations-là. Quand on l'aide et on le soutient, par exemple à la récré, ça peut être plus facile pour lui. Des caractéristiques du faible enregistrement. Donc, pourrait répondre de façon différée à des consignes, donc il a besoin de plus de temps pour traiter l'information. Pourrait réagir peu ou pas à des stimulations, pourrait avoir besoin de s'appuyer ou s'accoter contre la table, par exemple. Conscience du corps est difficile, pourrait avoir l'air maladroit ou moins organisé. Aime relaxer, mais pas bouger nécessairement, et aime les activités plus paisibles, là, comme jouer à l'ordinateur, la télé, l'iPad, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Teddy? Quelques suggestions. On pourrait avoir des activités très stimulantes et multisensorielles, donc qui vont toucher différents sens en même temps. Des couleurs vives, de la musique entraînante, du langage plus énergique quand on lui parle, puis des matériaux tactiles, donc des choses qui pourraient là, toucher. Par exemple, je pense, pour regarder un livre là, avec un tout petit, qui aurait ce style-là, des livres là, toucher et sentir, par exemple, qui a des textures, ça pourrait être bien. Là, ensuite, on a des outils d'alerte qu'on pourrait donner. Donc, par exemple, de l'eau froide pour boire, des aliments croquants, des choses un petit peu plus là, piquées ou salées en termes de nourriture. Des jouets de manipulation pourraient être intéressants aussi.
parce que si on utilise des jouets de manipulation, ça peut activer son système puis le garder plus engagé. On veut des stratégies pour l'aider à bouger puis le rester engagé. Par exemple, un coussin qui bouge. On appelle ça des move-in sit. C'est un coussin qui a un petit peu d'air dedans, puis ça l'aide à bouger pendant qu'il est assis. Quand on veut attirer son attention, parler en face à face, ça va être plus facile pour qu'il comprenne bien d'où vient le langage. Puis, des éléments visuels pour faciliter la communication pourraient aider. Donc, ça, c'est pour des stratégies possibles pour le style de Teddy. Maintenant, on va regarder Juliette. Donc, on va essayer de voir, votre détective sensoriel. Est-ce que vous allez pouvoir déterminer Juliette, elle est de quel style? Donc, Juliette adore l'école, mais il semble son professeur la trouve épuisante. Donc, elle est très occupée. Toujours sur quelque chose. Elle aime courir, elle aime grimper. Son enseignante, elle doit souvent lui rappeler là, de ralentir dans les couloirs ou dans la classe, rediriger pour pas qu'elle grimpe sur les tables ou les chaises. Parce que même juste en se levant, elle pourrait se lever rapidement là, puis faire tomber sa chaise par en arrière. Pendant les cours, elle touche souvent ses amis de classe. Même si on lui dit de garder ses mains pour elle, elle mange son crayon, ses ongles, ou elle va souvent là, taper du pied sur le plancher. Pendant les périodes de travail qui est moins structurée, elle peut rester concentrée pour 1 minute ou 2, mais après ça, c'est difficile là, de rester concentrée. Elle aime chanter, elle aime parler fort, même si on lui dit d'utiliser sa voix à l'intérieur. Donc, à la maison, ses parents, ils trouvent que c'est difficile de la garder occupée. Ils ont commencé de la gymnastique, puis elle aime ça, donc ça l'aide beaucoup. Mais son activité préférée à la maison, là, c'est de faire de la danse avec de la musique et aussi parfois de se bagarrer ou de faire de la lutte avec son frère. Donc, basé sur ces informations-là, qu'est-ce que vous pensez? Comment Juliette se sent à l'intérieur? On va regarder. Donc, si elle pouvait nous expliquer comment elle se sent, elle pourrait nous dire des choses comme « J'aime jouer dehors, mais on ne joue pas assez longtemps à l'école, la récré est trop courte, j'aime explorer, mais c'est plate. La classe, c'est plate. J'aimerais ça qu'il y ait des nouveaux jeux, des nouvelles activités. Tous les jours, il faudrait que ce soit différent. Tenir des objets ou mâcher des objets, ça m'aide à me garder calme. Mais on me dit souvent, non, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit. J'aime bien me battre avec mon frère, mais à l'école, si je fais ça, ben là, je vais être en punition. J'aime ça faire du bruit, mais on me dit souvent de me calmer, chute, tais-toi, parle doucement. Et j'aimerais ça pouvoir m'asseoir comme les autres enfants, mais mon corps, il a besoin de bouger. Donc, si on pense à ça, quel est le style sensoriel de Juliette? Ben oui, vous avez réussi. C'est la recherche sensorielle. Juliette est une chercheuse de sens. Donc, elle a une grande coupe, puis elle cherche activement à remplir sa tasse. Donc, on va regarder ce que ça veut dire. Donc, grande tasse, seuil élevé, elle est active. Donc, elle a le goût d'avoir des sensations et de bouger. Elle aime beaucoup là, toucher, faire la toupie, les jeux là, très là, robuste et rapide. Va mâcher ses vêtements ou des objets, met beaucoup de choses à la bouche. A du mal à rester assis, aime les bruits forts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Juliette? Donc, prévoir beaucoup d'occasions de bouger. On a aussi un mot qu'on appelle des travaux lourds. C'est quoi des travaux lourds? Donc, des travaux lourds, c'est des tâches qu'on peut faire qui font vraiment forcer nos muscles et notre corps pendant qu'on bouge. Donc, par exemple, aider à déplacer une table ou une chaise. Donc là, j'utilise vraiment mes muscles pour déplacer des choses.
Parfois, on va aussi donner à l'enfant de transporter des livres ou son sac à dos d'une salle à l'autre. Donc, parce que là, ça lui donne la chance d'avoir là, quelque chose de lourd et de devoir forcer. Donc, ça donne des sensations sensorielles tout au long de l'activité. Différentes options pour s'asseoir. Donc, que ce soit un fauteuil berçant, un ballon thérapeutique, un gros ballon, ou un ballon, un siège, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le Move In Sit, qui a de l'air dedans, qui permet de bouger un petit peu. Il y a plusieurs différents types, là. Parfois, avoir aussi, à l'école, on a déjà mis l'élastique autour des pattes de chaise, puis là, les pieds peuvent taper l'élastique au lieu de taper les pattes ou taper le plancher. Donner l'occasion d'avoir des objets à mâchouiller ou à manipuler, ou, si ça, c'est pas possible, de mettre dans la collation là, des choses croquantes ou des choses comme ça là, qui peuvent lui donner là, ces sensations-là. Pour que les mâchoires là, puissent bouger et travailler. Ça peut réduire comment d'objets on met dans la bouche. Garder ses mains occupées, donc quelque chose pour manipuler pendant qu'il est en ligne, par exemple, ou pourrait aussi vous aider si vous êtes l'enseignant ou si vous êtes maman ou papa ou un aidant à la maison. Donc, aider. Donc, si c'est difficile, par exemple, bouge beaucoup avant les repas, ben aider à mettre la table, par exemple. Donc, ça fait travailler l'enfant. Donc, attendre est moins difficile à ce moment-là. Utiliser des éléments visuels brillants avec des couleurs, des choses comme ça peuvent aussi aider et ça peut réduire là, les recherches de mouvement et tout ça parce que souvent, ils sont reliés avec le besoin visuel aussi. Donc ça pourrait être des stratégies à utiliser avec quelqu'un qui est un chercheur sensoriel. Notre prochain exemple de cas, c'est Annie. Donc, on va parler d'Annie. Annie, c'est une petite qui a du mal à aller à l'école en personne. Elle va pleurer souvent au moment de se faire déposer le matin. Il lui faut beaucoup de temps pour s'habituer à la routine du matin, surtout s'il y a eu une pause comme une vacance ou même une fin de semaine. Donc, le lundi, beaucoup plus difficile que le vendredi, par exemple. Elle a besoin beaucoup d'encouragement pour participer à des activités de groupe. Elle a besoin de soutien de l'enseignante ou d'un partenaire spécial qui va être là pour elle. Pendant la récréation, va souvent sembler être figée, donc semble dépassée par les événements, tandis que ses camarades de classe vont courir partout, ils rient, ils crient ensemble. Annie, plus, là, va rester en retrait. Ça plaint souvent que ses vêtements ne sont pas confortables. Parfois, elle va vouloir qu'on appelle à la maison pour qu'on envoie des nouveaux vêtements. Surtout si elle se mouille un petit peu en se lavant les mains ou quelque chose comme ça. Elle n'aime pas là, que son gilet soit mouillé. Si un autre enfant la touche par accident, peut pleurer là, puis être inconsolable et avoir de la difficulté là, et mettre du temps à se calmer. À la maison, Annie, généralement fatiguée et émotive après l'école. Donc, le fameux là, syndrome là, de après l'école à la maison, c'est une crise. Dès qu'on franchit la porte, par exemple, parce que toute la journée, on a essayé d'encaisser. Et quand on arrive à la maison, là, on se laisse aller. Donc, qu'est-ce qu'Annie pourrait nous dire? L'école, c'est bruyant. J'aimerais ça que ça soit tranquille. Il y a trop de bruit. Ça m'aiderait à me sentir mieux. Mes vêtements ils me piquent beaucoup. Mes oreilles font mal. J'ai des lumières fortes dans les yeux toute la journée. Il semble que personne ne comprend ce que je ressens. Donc, c'est ça que Annie pourrait nous dire. Les adultes me disent toujours d'arrêter de me plaindre, c'est pas grave, ça devrait pas être, c'est pas si pire que ça. Puis Annie, elle nous dirait, j'aime mieux être à la maison parce que je me sens en sécurité. Donc, ça, c'est le genre d'enfant qui aurait de la difficulté à faire des sorties, par exemple. Donc, on va regarder. Selon ces informations-là, Annie se situe sensible sensorielle, c'est ça. Parce qu'elle a un
petit seuil, un seuil bas, une petite tasse. Et elle met, par contre, elle a une réponse passive. Donc, elle se sent facilement débordée. On va regarder ce que ça veut dire un petit peu plus en détail. Donc, caractéristique de la sensibilité sensorielle. Une détresse face au bruit fort, par exemple, peut être sensible à la lumière, n'aime pas les vêtements, certains vêtements, aime un certain type de vêtements seulement, fréquente réaction de sursaut, pourrait s'effondrer, des crises de colère, des choses comme ça. Et des fois, on ne sait pas nécessairement pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Annie? Des stratégies possibles. C'est l'approche compréhensive et douce. Réduire au minimum les bruits extérieurs le plus possible. Si on fait de la désensibilisation, il faut y aller doucement. On peut couper les étiquettes des vêtements, regarder pour des chaussettes, puis des chaussettes ou des mitaines ou des sous-vêtements qui ont le moins de couture possible. Ça, c'est un autre truc là, qu'on utilise souvent. Trouver un équilibre entre exposer à des expériences sensorielles, puis des stratégies d'évitement. Donc, par exemple, des écouteurs anti-bruit. Donc, ça, c'est une stratégie plus active. Hein? Donc, au lieu de je pleure et j'ai de la difficulté avec les bruits, bien là, je pourrais avoir un casque avec des écouteurs anti-bruit. Ou créer un espace calme ou un coin là, confortable où est-ce que l'enfant peut aller en cas de besoin et enseigner à l'enfant à s'y diriger quand il a besoin de ce moment-là. Donc, ça, c'est une stratégie active. Donc, il faut l'enseigner, cette stratégie-là. Donc, ça, c'est pour Annie. On va regarder notre dernier cas maintenant. Carl. OK. Donc, Carl, à l'école, il aime s'asseoir et regarder les autres enfants, mais il participe pas beaucoup aux activités de groupe. Pendant la récréation, il aime les jeux plus calmes avec ses camarades, comme par exemple jouer avec des Pokémon ou des cartes ou des choses comme ça. Mais il n'aime pas grimper ou sauter ou jouer à la bagarre ou à se courir après. C'est un mangeur difficile. Puis, habituellement, il va apporter les mêmes collations à l'école à tous les jours. C'est la même collation dans la boîte à goûter. Carl déteste se salir quand il y a, par exemple, des activités artistiques ou des bricots. Il va vouloir se laver les mains tout de suite après, dès qu'elles sont sales ou collantes. Là. Il porte souvent les mêmes vêtements. Ou parfois même, il peut se montrer à l'école en pyjama parce qu'il ne va pas vouloir s'habiller le matin. Ses parents ont de la difficulté à l'amener dans des activités dans la communauté, comme par exemple des fêtes d'anniversaire ou aller, par exemple, faire les épiceries, des choses comme ça, parce qu'il va souvent essayer de se cacher ou il va refuser de sortir de la voiture. Donc, quel type est Carl? On va regarder un petit peu plus des caractéristiques. Carl, il pourrait nous dire qu'il n'aime pas se sentir collant, il n'aime pas ça quand c'est fort, il n'aime pas la nourriture dégueu là, ou bizarre dans sa bouche. Même si la plupart des enfants aimeraient ça, lui, il n'aimera pas ça. Il n'aime pas ça avoir l'impression de tomber. Il n'aime pas ça les vêtements qui lui démangent. Il va vouloir là, les enlever, se changer. Il va vraiment refuser de les porter. Puis il aimerait ça que les gens arrêtent de lui faire essayer des choses bizarres ou qu'il trouve dégueulasses, dans le fond. Donc ça, c'est Carl. Si vous avez deviné, Carl, c'est un éviteur sensoriel hors pair. Ça signifie que sa petite tasse, elle déborde vite, mais il va essayer activement d'éviter les sensations qu'il n'aime pas. Donc, pour Carl, qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie? Regardons. Donc, parce qu'il peut être un mangeur capricieux, on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il peut avoir peur des hauteurs, avoir des peurs irrationnelles, des choses comme ça.
il pourrait pas aimer être mouillé ou sale, donc il peut complètement refuser ces activités-là. Il va se cacher sur les meubles si c'est trop fort ou bruyant ou il y a trop de mouvement. Puis il pourrait facilement se couvrir les yeux ou les oreilles, là, dépendamment si c'est fort ou si la lumière est très brillante. Donc, ça, c'est les caractéristiques là, qu'on pourrait voir là, pour l'évitement sensoriel. Donc, à ce moment-là, il faut encourager doucement l'exploration. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas, parce qu'il dit qu'il n'aime pas ça, puis il n'aime pas ça qu'on le force à essayer des choses, mais on veut lui offrir des expériences sensorielles, mais on veut le faire de façon douce et d'exploration là, que lui va accepter. Par exemple, avec des tout petits, on pourrait essayer là, des bacs d'aventure sensorielle. Là. Donc, des bacs sensaux, ça pourrait être une super bonne idée. Graduellement aller à la pâte à modeler, la peinture, à son rythme. Hein? Parfois, je vais essayer plutôt des autocollants, des choses comme ça, parce que c'est collant sur le cou, mais ça ne reste pas sur les mains. Donc, ça pourrait être une des choses là, qu'on pourrait essayer là, entre-temps. Avec des enfants un petit peu plus vieux, donc explorer du matériel artistique graduellement. Les faire participer à la préparation des aliments. Donc, une des façons de se désensibiliser, donc c'est préparer mes collations, par exemple. Quand on essaie des nouveaux aliments, de le faire dans un environnement où est-ce que l'enfant se sent sécure. Donc, par exemple, à la maison. Et aussi avoir un espace calme parce que dans le fond, c'est un peu la même chose. Ça ressemble un peu à la personne qui est sensible, mais la personne qui évite, on veut lui donner la chance d'avoir cet espace-là où est-ce qu'elle peut se retirer là, pour un petit moment. L'approche douce et compréhensive va aider avec n'importe quel style sensoriel, bien sûr, mais surtout avec l'enfant qui évite beaucoup, ça va être aidant pour lui. Donc, ça en fait beaucoup, nos 4 styles sensoriels. Est-ce que certains de ces profils-là vous semblent familiers? Donc, c'est ça la première question. Puis, je vous rappelle, hein, vous pouvez mettre des questions dans la boîte questions-réponses qu'on va pouvoir répondre à la fin du webinaire. Est-ce que vous avez pu penser à certains de ces indices-là pour soit vous-même ou des personnes qui vivent avec vous? Puis aussi, ce qu'on veut penser, c'est que c'est une tendance. Hein? Je veux vous rappeler que c'est une tendance. Donc, une personne pourra avoir une réponse sensorielle différente pour différents sens, que ce soit le toucher, le goût, l'odorat, les sons, le visuel, le mouvement. Mais aussi, leur style sensoriel peut fluctuer pendant la journée. Donc, par exemple, je pourrais être un chercheur sensoriel pour le mouvement, mais éviter pour l'alimentation, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, des questions qu'on peut se poser. Certains de ces styles-là, est-ce que vous remarquez des changements dans les styles sensoriels? Par exemple, des personnes à qui vous pensez. Est-ce qu'il y a des différences entre les environnements? À la maison, ça se passe d'une façon, mais à l'école, ça se passe d'une autre. Est-ce qu'il y a différents sens qui sont impliqués? Donc, par exemple, être très en recherche visuellement, mais avoir de la difficulté avec les sons, par exemple. Et des moments de la journée. Est-ce que ça varie? Est-ce que c'est tout au long de la journée? Ou est-ce que ça varie le matin, l'après-midi, le soir ou d'un jour à l'autre? Ça, c'est des questions qu'on veut se poser. Autre chose à penser. Quand on fait notre travail de détective, et moi aussi comme ergothérapeute, quand je fais mon travail de détective avec des familles, ces indices, c'est des indices, mais parfois, ce n'est pas toujours des indices de difficultés sensorielles. Ça pourrait être autre chose. Quels autres éléments qui pourraient affecter? Le sommeil peut affecter. Est-ce que la personne a bien dormi? Est-ce que la personne a bien mangé? Est-ce que ses besoins nutritionnels sont satisfaits? Est-ce qu'il y a eu des changements dans sa routine? Donc, on sait qu'une personne autiste a besoin de similitude.
Donc, des gros changements dans une routine peuvent changer comment on réagit à certaines choses. Par exemple, si on vous demande tout d'un coup là, de changer votre routine, ça pourrait être difficile là, d'avoir cette prévisibilité là, dans ma journée. Donc, ça, on pourrait s'attendre que la personne pourrait réagir. Ce n'est pas nécessairement une réaction sensorielle, ça peut être juste le fait qu'il y a un changement dans la routine. Est-ce qu'il y a eu des changements dans l'environnement familial, par exemple? Est-ce qu'il y a un nouvel animal de compagnie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont ajoutés à la famille ou qui sont en visite? Donc, des choses comme ça pourraient... Ou est-ce que le professeur a changé? Est-ce qu'il y a un remplaçant? Oh! L'enfant n'a pas nécessairement eu ce problème sensoriel-là dans le passé, mais là, d'un coup, il y a un changement. C'est pas nécessairement juste sensoriel à ce moment-là. Donc, ça, c'est des choses que on peut voir qui peuvent affecter les comportements d'une personne, mais que ce n'est pas juste sensoriel ou ce n'est pas explicable seulement par des différences là, de traitement sensoriel. Dans notre prochain webinaire, on va discuter des stratégies pour encore plus avancées pour répondre là, à des problèmes sensoriels. Mais on a vu qu'aujourd'hui, on a vu quelques stratégies, donc ça, c'était bien. Donc, la prochaine fois qu'on va se voir, ça va être le 23 mars de 19h à 20h, où est-ce qu'on va parler des outils sensoriels et des stratégies pour les enfants. Donc, ça va être notre dernière séance dans cette série ici. Je vous remercie énormément d'avoir participé ce soir. J'espère que vous avez eu la chance de mettre vos questions dans la boîte questions-réponses. On a encore quelques minutes pour les mettre et ensuite, on va passer à y répondre. Super, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir visionné notre présentation numéro 2 sur Explorer les sens, où est-ce qu'on parle d'être des détectives sensoriels pour comprendre les besoins sensoriels particuliers. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de questions-réponses. Si vous avez une question, n'hésitez pas, mettez-la dans la boîte questions-réponses. Je vais répondre à quelques questions, puis ensuite, on va terminer le webinaire et ensuite, il va être disponible sur demande par la suite. Donc, première question que j'ai ce soir, c'est mon enfant il semble avoir des particularités sensorielles qui appartiennent à plusieurs catégories, donc à plusieurs des 4 cadrans là, qu'on a vus. Est-ce que c'est normal? Donc, ça, c'est la question. Oui, c'est très commun pour des enfants autistes d'avoir un profil qu'on dit hétérogène. Donc, un enfant peut être un chercheur sensoriel pour certains sens, par exemple, peut-être pour le mouvement ou quelque chose comme ça, où est-ce qu'il aime beaucoup bouger, recherche beaucoup ça, court peut-être partout dans la maison. Et d'un autre côté, peut être sembler avoir un faible enregistrement dans d'autres catégories, par exemple, met beaucoup de choses dans sa bouche, de difficulté, là, met beaucoup des choses dans sa bouche, puis essaie pour aller chercher des sensations. Ça pourrait être un autre. Mais d'un autre côté, pourrait aussi être sensible à certains stimuli sensoriels dans d'autres cas. Donc, oui, c'est très commun. Moi, j'utilise beaucoup le profil sensoriel que j'ai présenté là, de Don avec les enfants avec qui je travaille. Puis, je vais souvent voir là, réagir plus que d'autres enfants dans 2, 3, 4 domaines. Donc, c'est très commun. Donc, ça, j'espère que ça répond à cette question-là. L'autre question que j'ai notée, c'est que je voulais répondre, c'est comment est-ce que je sais c'est dans la réaction sensorielle, comme la réaction, la sortie, hein, dans le fond, le comportement qu'on voit, comment est-ce que je sais dans quelle catégorie est-ce que ça l'appartient? C'est là que notre travail de détective sensoriel va rentrer en ligne de compte. Donc, là, il y a des questions qu'on peut se poser comme, c'est quoi le comportement?
qu'est-ce qui est le comportement qu'on voit? Est-ce que c'est un comportement de fuite ou de lutte? Donc, par exemple, est-ce qu'il va rester plutôt figé ou pourrait rester figé, par exemple? Donc, il y a des enfants qui vont réagir. On ne voit pas nécessairement la réaction. On va plutôt voir un effondrement. Ils ne vont pas nécessairement se cacher les oreilles, ils ne vont pas nécessairement faire quelque chose comme ça, mais on va plutôt avoir une réaction sensorielle comme une crise de larmes ou des pleurs ou des choses comme ça. C'est difficile parfois de savoir c'était quoi le problème. C'était quoi l'élément déclencheur ou le stimuli qui l'a dérangé. À ce moment-là, c'est là qu'il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Qui pourrait peut-être expliquer là, pourquoi on a vu ce comportement-là. Ça, c'est les enfants qu'on verrait qui sont plutôt sensibles, donc qui sont plus passifs dans leur recherche là, de s'autoréguler. Donc, est-ce qu'on ne voit pas nécessairement une recherche d'autorégulation active? C'est plutôt une réponse comme par exemple, une crise de pleurs ou quelque chose comme ça, un effondrement, comme on peut appeler ça aussi. D'un autre côté, avec certains enfants, si on voit plutôt une fuite ou un comportement agressif, ben là, j'essaie d'arrêter cette sensation-là que je ressens. Donc là, on a un enfant qui pourrait être plutôt actif dans sa recherche d'éviter des sensations. Donc ça pourrait nous aider à voir OK, est-ce que c'est trop? Est-ce que comme c'est quelqu'un qui a une petite tasse, comme on a vu dans le webinaire, puis ça ne prend pas grand-chose pour le faire déborder, puis c'est des hypersensibilités de ce côté-là, mais il est actif dans sa recherche là, de stopper ça. Mais on pourrait avoir des comportements de ce type-là où est-ce qu'on va vraiment essayer d'éviter ou de se sauver de cette sensation-là. Donc, ça, c'est pour des questions qu'on peut se poser là, quand on voit un comportement par rapport à qu'on pense que c'est relié à quelque chose de sensoriel, mais on n'est pas trop certain qu'est-ce qui se passe. On veut se poser cette question-là. Puis on va aussi voir, mais c'est quoi l'élément déclencheur possible? Parfois, c'est tout de suite avant. Donc, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé, puis je vais faire « Ah! C'est trop fort, il y a trop de monde ou les lumières sont trop brillantes, quelque chose comme ça. » Par contre, pour certains autres enfants qui sont un petit peu plus sensibles, mais qui ne réagissent pas nécessairement de façon flagrante, là, ça peut être une accumulation. On encaisse les sensations, puis là, à un moment donné, piouf, c'est trop, puis là, la tête. C'est souvent le cas des enfants qui, je ne sais pas, probablement que ça vous est déjà arrivé, là, que l'enseignant va dire « Oh non, ça va tout bien à l'école, il comporte super bien, puis à la maison, quand il arrive à la maison, c'est comme « Phew! » L'effondrement, on appelle ça l'effondrement après l'école, là. Donc ça, c'est un exemple où est-ce que l'enfant, il encaisse, puis c'est à la maison qu'on va voir plutôt les démonstration de comportement suite à cet encaissement-là de toute la journée, là, que j'ai eu plein de sensations qui me sont comme arrivées. Puis là, je suis plus capable de les encaisser. Puis là, piouf, je laisse tout tomber quand j'arrive à la maison. Donc, ça, c'est des exemples de comment moi, par exemple, quand je fais mon détective sensoriel avec des familles, je vais me poser ces questions-là. Donc, vous pourriez aussi vous poser ces questions-là puis regarder qu'est-ce qui se passe avant le comportement. Je vais juste regarder une certaine, voir si j'ai d'autres questions. Pas de questions-réponses. Non, c'est tout de mon côté. Parfait. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite à vous inscrire pour la 3e séance de la série qui va être le 23 mars à 19h aussi, et où est-ce qu'on va parler là, vraiment de stratégie sensorielle plus en détail pour différents sens et différents traitements sensoriels chez les enfants ou les ados
ou les personnes autistes de façon générale. Donc, je vous remercie énormément, puis je vous souhaite une bonne soirée.